Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Gîte et des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, nous reviendrons sur cette semaine du Salon de l'agriculture et les revendications des agriculteurs. Malgré les annonces du gouvernement fin janvier, les tensions perdurent un mois après les premiers blocages sur les autoroutes. Nous y reviendrons avec notre partenaire de TV78. Et puis nous parlerons de la problématique des déserts médicaux, toujours présents en dépit des initiatives nationales et locales. La situation ne se résout pas. En Haute-Savoie, vous verrez, la pénurie de médecins s'aggrave en ce début d'année. Nous nous rendons dans la région avec notre partenaire 8 Mont-Blanc. Et puis, face à la menace du dérèglement climatique sur les domaines skiables, une commune a lancé une initiative permettant à des enfants de proposer des solutions contre le changement climatique en Isère. Nous y reviendrons avec notre partenaire Télé Grenoble. Et puis, en fin de journal, nous irons à la rencontre de détenus de la prison des Baumettes à Marseille. Pendant leur détention, ces prisonniers, pas comme les autres, deviennent commis de cuisine. Nous y reviendrons donc à la fin de ce journal. Alors que le salon de l'agriculture touche à sa fin, les agriculteurs restent mobilisés pour défendre leurs revendications contre le gouvernement et les institutions européennes. Dans les Yvelines, vous allez le voir, la pression est maintenue dans un contexte de crise agricole. Un reportage de notre partenaire TV78 sur place. Ils ont exprimé leur colère en bloquant les autoroutes des Yvelines. 4 semaines après, les agriculteurs sont toujours dans l'attente. C'est le cas de Jonas Delalande, exploitant céréalier basé à Magny-les-Hameaux. Aujourd'hui, non, le compte n'y est pas sur les annonces qui ont été faites. La première série d'annonces, c'était du vent, c'est-à-dire on nous a promis l'argent qu'on devait déjà nous donner, et on a dit qu'on n'allait pas mettre en place de nouvelles choses. Mais entre guillemets, il n'y a pas eu d'avancée à ce moment-là. Après, il y a eu d'autres choses, mais pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Et on manifestera jusqu'à ce qu'il y ait des choses concrètes qui arrivent et qui permettent de solutionner nos problèmes. Installé comme agriculteur depuis 2019, Jonas Delalande cultive du blé, de l'orge, du maïs, du colza ou encore des lentilles sur 390 hectares. 5 années d'expérience à la tête de la ferme avec un constat assez clair. Je passe presque 3 ou 4 heures par jour à faire de l'administratif, des fois des choses complètement déconnectées de la réalité. On a aussi un manque de rémunération, on a des contraintes qui nous tombent dessus, un manque d'anticipation, de visibilité. Pour diversifier l'activité de l'exploitation agricole et sur fond de crise sanitaire, Jonas et sa femme Mélanie ont ouvert un magasin en septembre 2020. Objectif, la vente directe de produits frais en circuit court. Malgré l'inflation, l'activité reste rentable, mais certaines problématiques persistent comme la transparence des produits vendus. J'ai eu l'exemple il y a encore pas longtemps de commander des saucissons d'une marque que je ne citerai pas, qui me vendait des authentiques saucissons d'Auvergne, sauf que j'ai eu la mauvaise surprise en les recevant de regarder dès l'étiquette en voyant écrit porc UE, donc forcément du porc pas français, on connaît rien de l'élevage, on ne sait pas dans quelles conditions c'est produit. Du côté de Montfort-l'Amaury, Olivier Coupry cultive plusieurs types de céréales. Au-delà de son engagement dans la mobilisation, cet agriculteur yvelinois a co-créé le mouvement Ici la Terre. Le Salon de l'agriculture, un rendez-vous incontournable pour cette association pédagogique à propos des activités agricoles. Le concitoyen, le consommateur se pose des questions sur nos méthodes de production. Donc ça peut être là, comme j'ai fait allusion, sur l'élevage notamment et la consommation de viande. Donc c'est expliquer comment on élève en France, nos difficultés, parler des importations. Le consommateur soit sensible à l'agriculture française, pas uniquement pendant ces 10 jours de salon de l'agriculture, mais pendant toute l'année. Et puis, parmi les différentes filières agricoles, le bio connaît un fort ralentissement après des années de croissance. De nombreux agriculteurs convertis à ce bio cherchent à faire marche arrière, mais des contraintes financières les en empêchent, comme pour cet exploitant agricole en Gironde. Écoutons son témoignage au micro d'Océane Archambault pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Oh, tous les jours, c'est différent. La base, c'est d'aller voir les animaux et de s'occuper des animaux le matin et le soir. Vincent est un agriculteur passionné, à la tête d'une exploitation en polyculture. Il s'est progressivement converti à l'agriculture biologique. Le vin, la viande, toute sa production est certifiée bio. Un choix fait alors que le marché se portait encore bien. Moi, j'étais en agriculture de conservation des sols, donc déjà, il y avait une petite démarche, mais j'étais pas encore mûr pour passer en agriculture biologique. J'y suis passé par intérêt économique. Sa conversion à l'agriculture biologique a été facilitée par les aides de la PAC, la politique agricole commune. Mais aujourd'hui, produire bio ne rapporte plus. En un an, le marché a reculé de 2,7%. L'agriculture biologique, c'est pas une mauvaise idée en soi
pour l'environnement et tout ça. Le problème, c'est que l'agriculteur, il s'en sort pas mieux. Donc, à choisir, il vaut mieux avoir un petit peu de synthèse et puis se libérer du temps. En 2021, 25% des exploitants décidaient d'arrêter l'agriculture bio, 37% l'année suivante. Vendre sa viande en conventionnel, c'est la seule solution qu'a trouvé Vincent pour écouler sa production. Pour survivre, l'agriculteur doit arrêter le bio. Il n'y a pas de marché. Donc la production, il faut quand même qu'on la vende. Enfin, on a des charges fixes, il faut qu'on écoule la production. Donc le seul moyen qu'on a de l'écouler, c'est sa filière conventionnelle. Qui ne va pas payer un produit plus cher parce qu'il est bio alors qu'elle va le revendre elle en conventionnel. Pour ça, Vincent va devoir mettre la main à la poche. Mettre fin à sa certification bio pendant sa période d'engagement de 5 ans, c'est se priver d'une partie des aides de la PAC. Inenvisageable pour l'agriculteur, dont les comptes sont déjà dans le rouge. Je veux dire, quand on se noie dans le boulot, quand on ouvre les yeux, des fois, quand on fait le bilan, on se dit pourquoi rester là, quoi. Et il y en a qui passent à l'acte. Et puis, comme ça, quoi. Tant qu'il le pourra, Vincent va continuer à se battre. Première mesure à prendre selon lui, interdire l'importation des produits ne respectant pas les normes imposées en France. En France, près d'une commune sur 3 est concernée par les déserts médicaux. Une situation à laquelle la Haute-Savoie n'échappe pas. Dans la commune limitrophe de Gaillard, le problème est compliqué à résoudre malgré les efforts de la mairie, comme l'a constaté Fanny Savard dans ce reportage de 8 Mont-Blanc. Regardez. Un cabinet moderne et opérationnel, pourtant vide depuis décembre dernier. La maison de santé pluriprofessionnelle de Gaillard a vu son médecin généraliste partir à la retraite et cherche désespérément un remplaçant. Pour l'association qui gère l'établissement, il y a urgence. On fait ce qui est en notre pouvoir et ce qui est de notre ressort pour attirer un médecin généraliste, lui donner envie de s'installer avec nous. Ce qui est de notre ressort, c'est l'aménagement des locaux, c'est l'aménagement de son local à lui. Donc là, on a un bureau qui n'attend qu'un médecin. Malheureusement, ça ne suffit pas. Pour attirer des jeunes praticiens, la structure créée en 2015 a entrepris des travaux de modernisation. Cet espace de repos réservé aux professionnels de la maison de santé a été entièrement repensé. La commune frontalière compte 11 000 habitants, contraint aujourd'hui de trouver des alternatives pour se soigner. Certains optent pour l'hôpital privé Pays de Savoie ou doivent consulter plus loin dans le secteur comme à Saint-Pierre-en-Faucigny, Archamps ou Annemasse. C'est compliqué, nous, on n'est pas de la région. Quand on est arrivé, heureusement ma femme avait déjà été suivie à Collonges-sous-Salève. Et en fait c'est comme ça que moi j'ai réussi à rentrer. Sinon c'était impossible d'avoir un médecin traitant. Malgré plusieurs candidatures, aucune n'a finalement donné suite. L'appel de la Suisse et le fait de devoir porter la patientèle à bout de bras pourraient être des freins au recrutement. La mairie de Gaillard envisage désormais de nouvelles solutions. Avec Annemasse Aglo, on est en train de réfléchir au salariat de médecins via des centres de santé. Ça, je pense que ça peut marcher, de réussir à construire ça. Mais attirer des médecins libéraux en se posant la question de les loger, de mettre du secrétariat et autres, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, on est trop détériorés dans l'offre pour réussir à ce que ça fonctionne. En plus des médecins généralistes, l'établissement gaillardin peine également à recruter des sages-femmes, des nutritionnistes et des infirmières. Et puis, si l'une des solutions contre les déserts médicaux était la prise en charge à distance, à Épinal, cet opticien a investi dans une table connectée permettant de réaliser un bilan visuel complet analysé par un ophtalmologue. Je vous propose de regarder ce reportage de notre partenaire Vosges Télévision. À première vue, on se croirait dans le cabinet d'un ophtalmologue, mais le médecin se trouve loin, hors des Vosges. En fait, nous sommes dans l'arrière-boutique d'un opticien à Épinal qui récemment s'est équipé d'une machine de téléconsultation avec une table d'examen connectée et pilotée à distance. Cette patiente peut ainsi réaliser un bilan visuel complet, guidé par visio par une orthoptiste, qui transmet ensuite ces données aux spécialistes pour la délivrance d'une ordonnance, validée par l'assurance maladie et les mutuelles. Vraiment partir du principe que c'est un vrai rendez-vous d'ophtalmo, mais qui est fait dans le magasin. C'est-à-dire que tout ce qui est fond d'œil, pression intra-oculaire, donc pression de l'œil, les machines que vous avez pu voir tout à l'heure, tout ça permet de diagnostiquer ce type de maladie comme un vrai cabinet d'ophtalmologiste.
L'opticien a tout de même investi 164 000 € dans cette machine de haute technologie, auquel s'ajoute le coût des plages de consultation portées à 40 créneaux mensuels pour répondre à la demande. Carole, venue d'un village voisin, a obtenu un rendez-vous en quelques jours. J'ai du mal à avoir des rendez-vous ophtalmo. Il faut compter presque un an. Donc, quand j'ai su que Cyril avait les machines et je pouvais avoir une téléconsultation, j'ai demandé et j'ai eu le rendez-vous en 15 jours. C'est une machine que moi, j'ai pas le droit de toucher, j'ai pas le droit de l'exploiter. C'est l'ophtalmo qui est de l'autre côté, l'optométriste, qui eux ont les compétences et ont le droit de l'exploiter. Une téléconsultation à laquelle assistait le président vosgien et national des maires ruraux. Les Vosges font en effet partie des départements considérés comme un désert médical ophtalmologique. Et cette téléconsultation pourrait bien pallier le manque cruel de spécialistes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des réponses localement. Et s'il y a une réponse sur Épinal, ça peut, une réponse supplémentaire par rapport à ceux qui sont installés, mais qui sont saturés, ça peut être vraiment très intéressant. Il y a tout de même quelques restrictions pour bénéficier d'une téléconsultation ophtalmologique, ne pas avoir moins de 16 ans ou plus de 71 ans. Pour l'heure, il n'existe que 3 ou 4 tables connectées dans le département. Autre chose, alors que le dérèglement climatique menace les domaines skiables, le chien de traîneau n'est pas épargné lui non plus. Pour résoudre ce problème, cette commune de l'Isère met à contribution les plus jeunes grâce à une convention citoyenne. Quoi de mieux que d'écouter la voix de ceux qui seront au premier plan de ces phénomènes climatiques. C'est un reportage de Mirko Pecci pour notre partenaire Télé Grenoble. Caresses, câlins et tendresse dans la commune de La Morte. Entre le Taillefer et le Grand Serre, 16 enfants du collège Nelson Mandela de Pont-de-Claix ont découvert la montagne en chien de traîneau. Derrière cette activité se cache un engagement citoyen. Pendant une année scolaire, ces collégiens vont se réunir et trouver des solutions pour faire face au changement climatique. L'idée, c'est de faire réfléchir les jeunes sur quelles actions, quelles propositions ils pourraient faire aux élus de la commune pour rendre notre commune plus écologique. Voilà, et je crois que ce qui se dessine, mais à voir, c'est eux qui ont les cartes en main, c'est qu'ils deviennent un peu messagers autour de sensibilisation pour d'autres publics sur ces questions-là. Au programme, des rencontres, des échanges et 2 séjours en montagne pour découvrir des activités en lien avec la préservation de la nature. On a voulu lancer à la suite de la Convention citoyenne métropolitaine une convention citoyenne jeunesse sur notre commune. On est content de pouvoir initier une démarche qui a peu sur le territoire finalement national. Et l'idée au travers de ce projet, c'est aussi de les amener sur des sujets qui nous concernent au quotidien. On le voit avec le bouleversement climatique, avec les factures énergétiques, etc. Donc il y a un vrai sujet à ce que tout le monde s'empare de cette cause-là. L'activité du jour est au cœur de la problématique. Comment adapter une activité touchée par le changement climatique? Guillaume Ballion, musher, a trouvé la solution avec le canicart. C'est pas non, il n'y a plus de neige, on est obligé d'annuler. C'est justement, on peut quand même venir voir les chiens, faire une activité. Et ça, c'est vraiment le top pour nous. Nous, l'hiver, c'est le moment clé. Un musher qui a pas trop de neige, il y a 10 ans, on était en disant, oui, il n'y a pas de neige, comment on va payer les croquettes des chiens? Là, non, on arrive quand même à trouver des intermédiaires. En juin, les collégiens iront proposer leurs idées au conseil municipal de Pont-de-Claix. Leur prochain séjour se déroulera à Paris pour visiter l'Assemblée nationale, l'Académie du climat et l'exposition Urgence climatique de la Cité des sciences et de l'industrie. Voilà, et puis nous recevions l'ex-premier ministre Alain Juppé dans notre émission politique Face au territoire, en collaboration avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, Le Point et 20 minutes. Désormais membre du Conseil constitutionnel, nous l'avons interrogé sur l'état de la démocratie dans notre pays. Je vous propose de l'écouter, c'était sur TV5 Monde. On entend de plus en plus que notre démocratie est en danger. Pour 68% des Français, elle ne fonctionne pas bien. C'est le résultat d'une enquête du Cevipof qui a été publiée la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète ? Je vois 3 symptômes à cette crise. D'abord, le taux d'abstention. Quand je m'exprime devant des étudiants, je leur rappelle que jusqu'à 80% d'entre eux ne vont pas voter lors de certaines élections. C'est un signe inquiétant pour la démocratie. Ensuite, les grands partis du gouvernement sont un peu en capilotage aujourd'hui. Et enfin, ça paraît aussi dans le sondage que vous citiez ou dans l'enquête que vous citiez, l'image des hommes politiques est absolument détestable. Ils paraissent tous comme incompétents. Il faut donc revivifier notre démocratie représentative en y mettant une dose supplémentaire de démocratie participative, puisque c'est cela qu'attendent nos concitoyens, c'est d'être davantage consultés
dans le sondage aussi, ils ont l'impression que les pouvoirs publics ne les écoutent pas. Et puis ce jeudi, c'était le philosophe et écrivain Michel Onfray que nous recevions dans notre émission politique Face au territoire. Un extrait des propos de Michel Onfray sur notre antenne. Emmanuel Macron, que vous critiquez beaucoup, etc., vous l'avez déjà rencontré en tête-à-tête, il vous a invité à un petit déjeuner pour se confronter à vous ou pas? Non, mais il fait même tout ce qu'il faut pour ne pas se confronter à moi. Il a à un moment donné rassemblé des intellectuels, j'ai évidemment pas été invité, mais il a bien raison d'ailleurs, parce que je dirais pas. C'est un personnage... Pourquoi une discussion avec lui serait intéressante pour vous, en Il tout va cas. commencer par me taper l'épaule en me disant « Ah, cher Michel Onfray, je suis très heureux de vous rencontrer, vous allez voir, je ne suis pas l'homme que vous dites, moi j'aime beaucoup, je vous lis, etc. » Non, je ne suis pas de crédibilité aucune. pour vous. Non, c'est un grand séducteur, mais moi je sais comment fonctionne la séduction de ces gens-là. C'est la séduction des serpents. Donc non, j'ai pas. Peut-être après, quand il ne sera plus président de la République, s'il veut, mais pas pendant. Moi, je n'ai jamais rencontré de chef d'État pendant qu'ils sont chefs d'État. Et puis jamais aucun pendant leur fonction. Ah non, jamais invité non plus. Mais c'est très bien, mais c'est mon honneur. Nous nous rendons désormais dans l'Aube, où ce centre d'accueil permet à des personnes sans abri de se réinsérer grâce à un dispositif national. Vous allez le voir, à raison de 4 heures par semaine au départ. Ils travaillent accompagnés d'une éducatrice le temps que leur situation s'améliore. Un reportage de notre partenaire Canal 32 dans l'Aube. Depuis l'été, Aurore Foyer au Bois a étendu sa mission de chantier d'insertion auprès des sans-abri. Comme Ibrahim, après avoir lancé son activité de restauration en 2020, il a tout perdu et s'est retrouvé à la rue. La personne doit être dans la rue pour comprendre bien. C'est-à-dire quoi les difficultés? Parce que les difficultés, c'est pas que le manger, le dormir, de faire les douches. Bon, dans le temps que j'étais dehors, j'ai commencé perdu le respect de moi-même, le social, la communauté, c'est tout ça. Vous avez fait la manche? Ah non, jamais. Non, c'est mon caractère. En octobre, il a rejoint le dispositif Premières Heures. Dans cet atelier, il trie des métaux, démantèle des palettes ou participe à l'atelier couture selon ses préférences. Objectif, retravailler. On démarre à 4 heures par semaine, ce qui permet d'aller accompagner en fait des personnes qu'on laissait pour l'instant sur le côté, principalement des personnes qui étaient à la rue, donc leur donner l'envie de revenir un petit peu au travail. Les contrats peuvent atteindre progressivement 20 heures par semaine. À la différence des autres dispositifs d'insertion, l'accompagnement est encadré par une éducatrice spécialisée. Il peut durer 5 ans. Ibrahim prévoit de finaliser une formation dès juin. Chacun progresse à son rythme. Ça fait du plaisir de retrouver du travail. Le joie de reprendre le travail. Au début, on a commencé avec les petites choses, couper les câbles, chercher, faire des activités doucement. On va commencer la formation. Maintenant, nous sommes dans la bonne direction pour la revivre. Le dispositif Premières Heures devrait permettre à Aurore d'accompagner un flux de 12 personnes sur l'année. Et puis dans ce journal, nous partons pour les Bouches-du-Rhône. La réinsertion peut aussi se faire depuis la prison. À Marseille, au sein du centre carcéral des Baumettes, il est possible de se rendre dans un restaurant bistronomique où des détenus sont aussi commis de cuisine. Cette initiative locale est unique en France. Je vous propose de regarder ce reportage de Rudy Dahan pour notre partenaire sur place de la Provence. Réserver une table dans un restaurant bistronomique en prison aux Baumettes, c'est possible depuis 1 an. Et au-delà de permettre au public de mieux appréhender le milieu carcéral, c'est aussi une chance pour les détenus d'apprendre un métier afin de se réinsérer plus facilement à leur sortie. Et votre couteau ici, il est là, et comme ça. Et ça doit toujours toucher votre doigt. Les commis, ils viennent, ils sont motivés, et après, il faut tout leur apprendre de A à Z. Donc c'est vraiment différent sur ce principe-là. Mais après, une fois qu'ils ont compris la carte, tout va bien. Je rentre en cellule le soir, je sais faire des bons plats, je sais faire des desserts, même mon co, il est choqué. Vraiment, c'est une chance pour nous, ça peut nous faire réussir. Régulièrement, des grands chefs français viennent dans les cuisines des Baumets pour diffuser leur savoir et composer une nouvelle carte. C'est un projet qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme.
On le voit aujourd'hui, beaucoup de chefs étoilés sont présents pour marquer les 1 an des Baumets. C'est une véritable réussite. Alors on a effectivement reçu ici 3500 convives en 2023, donc on en est très content. On espère que 2024 sera sous les meilleurs auspices aussi. Et puis en termes social, qui est notre vocation première, on a accompagné 41 personnes détenues qui sont commises chez nous et 82% des personnes sont sorties en emploi ou en formation à l'issue du parcours chez nous et à l'issue de la détention. Un projet unique en France qui a donné des idées à l'administration pénitentiaire. Fin 2025, un théâtre va voir le jour au Baumette en imitant le même format. Tout à fait autre chose. Nous partons maintenant pour la Martinique où 2 navigateurs partent pour une expédition de 18 mois à la recherche de cétacés. Depuis la mer des Caraïbes, ils remonteront les routes migratoires des baleines jusqu'au Groenland. Tout au long de leur périple, ils accueilleront des scientifiques et des artistes dans l'objectif de réaliser un documentaire. Un reportage de notre partenaire de Via ATV sur place. Aurélie teste son hydrophone dans la baie du Marin. Et actuellement, j'entends le plancton. Ce matériel, qui sert principalement à entendre les cétacés, est l'un de ceux qui l'accompagneront durant toute l'expédition scientifique qu'elle prépare avec Florent. Un projet qui va les mener sur la route migratoire des baleines, de la mer des Caraïbes, où elles mettent bas, jusqu'au Groenland, où ces mammifères font le plein de nourriture. Sur la route migratoire des baleines, on va rencontrer la baleine à bosse, absolument, le cachalot, le rorqual commun, le petit rorqual. Ça va être aussi de la baleine bleue, du beluga au niveau de la région du Canada. Et quand on sera au Groenland, on va faire tout un programme autour du narval, qui est vraiment l'espèce mystique des hautes latitudes pour le coup, et de l'ours polaire. Une mission organisée par l'association Murmure des Océans qui a 2 principaux objectifs, l'un pour des données scientifiques et l'autre pour la sensibilisation du grand public au devenir des mammifères marins. D'un point de vue scientifique, on va participer au recensement des cétacés, que ce soit dans la région Caraïbes, Canada et Groenland. On va aussi faire de la science participative dans le cadre de 4 programmes qui vont répondre à des besoins concernant et les cétacés et les aurores boréales, le plancton aussi. On a un gros programme autour du plancton. La campagne en mer va durer 18 mois. À bord de Agnès, ce voilier à 2 mâts et de 13 mètres de long sera équipé de capteurs et recevra à son bord plusieurs scientifiques et artistes pour un voyage vers des zones des plus isolées du globe et des plus difficiles d'accès. Pour le capitaine du navire, à la fois explorateur et réalisateur de documentaires, les préparatifs doivent être sans faille. L'avantage, c'est que j'ai déjà navigué 1 an dans le Grand Nord. La plus grosse particularité, c'est qu'en fait, là-bas, on n'a pas possibilité d'accéder à du stock, d'accéder à du matériel. Donc en fait, tout ce qui potentiellement peut casser, il faut l'avoir en double. Donc l'anticipation, c'est la préparation du bateau, c'est aussi l'équipage qui va venir sur le bateau, c'est la préparation météo, c'est la préparation de la navigation, il y a beaucoup d'éléments. Agnès et son équipage lèveront l'ancre pour une première étape test au large de Sainte-Lucie avant le véritable départ, une nouvelle fois de la Martinique, pour la route migratoire des baleines. Voilà, nous partons en Corse pour Bastia où une centaine d'étudiants étaient attendus pour participer au concours national de négociation qui s'appelle les Négociales. En partenariat avec une association locale, les étudiants se sont affrontés, accompagnés par un jury de professionnels. L'occasion pour eux de faire valoir leurs compétences et pour les examinateurs de chercher leurs futurs recrues. Écoutons le président de l'association locale au micro d'Angel Ricciardi pour notre partenaire Télépaisé. Je suis commercial de métier depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. J'ai eu la chance de travailler sur différentes régions et en rentrant en région bastiaise, j'ai cherché un endroit où je pouvais échanger avec mes pairs, partager notre quotidien, les outils de prospection, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé. Donc je me suis décidé à créer Business in Corsica, qui a 3 objectifs. Le premier qui est de fédérer la force de vente sur l'île. On compte une quarantaine d'adhérents et de sympathisants qui sont des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, on a des managers, on a des vendeurs dans des domaines d'activité divers et variés. Il y a 6000 participants en France, 600 qui se rejoignent à la finale et ça consiste à simuler des entretiens de négociation. C'est quelque chose qui est très commun dans les métiers du commerce et les meilleurs d'entre eux partiront donc à la grande finale le mois prochain. Si l'artiste est resté inconnu de son vivant, ses œuvres, lui survivent. Après de longues recherches, les tableaux du peintre limousin Georges Laurent, mort en 2019, sont désormais exposés dans ce musée. Un reportage de Lucie Montibus pour notre partenaire 7 à Limoges.
Vous connaissez l'artiste peintre limousin Georges Laurent ? 300 œuvres sur les 10 000 répertoriées sont exposées pour la première fois au musée Cécile Sabourdi à Vic-sur-Braye en Haute-Vienne. Au début, il y avait une énigme, une espèce d'anomalie sur le plan scientifique. Qui était cet artiste qui en est vraiment un, qui a créé toute sa vie, qui n'a jamais exposé ? On a déplié, on a déployé, on a ouvert des centaines de tiroirs, on a déroulé des dizaines de rouleaux et puis on a laissé un peu l'instinct parler. C'est quelqu'un qui est un grand musicien. Le sens de l'improvisation était important. Et improvisation au sens musical. Laurent, c'est un coup de cœur comme il y en a peu. En fait, c'est une découverte. C'est un artiste à côté duquel on ne peut pas passer. Parce que d'abord, c'est un artiste limousin qui a produit toute sa vie, de l'âge de 13 ans à 93 ans, sans que ce soit son métier de peindre, de sculpter aussi, mais surtout de peindre, de dessiner. Je ne sais pas si c'était un amateur des shadocks. Souvent, les personnages ont comme des roulettes, c'est-à-dire que les pieds, les doigts, les ongles deviennent des roulettes. La seule fois où on sait qu'il a exposé, c'était dans un but assez alimentaire. C'était pour récolter des fonds pour s'acheter une voiture, parce qu'il était aussi passionné de voitures. C'est un artiste qu'il faut venir voir en musée parce qu'il y a toute sa place et c'est quelqu'un qui n'y avait pas été de son propre chef, certainement aussi parce qu'il savait qu'il était à contre-temps et que je pense aujourd'hui on est mûr pour apprécier Georges Laurent et le comprendre. Donc il faut aller le voir dans les musées où il sera exposé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.